Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, vous voici à bord du Libre Journal de la Transmission pour 1h30 ensemble, 1h30 joyeuse de culture, de transmission, d'amour du beau. Et en première partie, Sophie Rouberti, ma chère amie et qui est aussi votre amie, chers auditeurs, puisqu'elle dirige l'émission Culture et Éducation le jeudi matin, vient nous parler de son travail à elle. Bonjour Sophie. Bonjour Valérie. Alors Sophie, vous avez coutume de dire que vous êtes journaliste culturelle. Je trouve cela très intéressant parce qu'en effet, cette dénomination large recouvre tous les champs que petit à petit vous avez explorés. Nous en avons exploré ensemble, apprendre à voir, tout ce qui est transmission par le beau, par les yeux. Aujourd'hui, vous êtes journaliste culturel. Qu'est-ce que cela revêt ? Alors, c'est terrible d'être obligé de se définir par une fonction. Donc, comme on est bien obligé de le faire, j'ai choisi cette dénomination qui recouvre effectivement ce que je fais de manière habituelle, donc d'écrire pour les enfants, d'écrire pour les adultes de manière régulière pour des médias. Et puis, cette émission Culture et Éducation que vous évoquiez et dans laquelle vous intervenez avec vraiment régularité depuis 5 ans. Et donc, voilà, journaliste culturel, pourquoi pas ça, je crois que ça correspond à peu près à ce que je fais. Alors, où peut-on vous lire régulièrement, justement ? Alors, vous pouvez me lire sur Aletheia, qui est un site catholique et dans lequel je décrypte de manière régulière, toutes les semaines ou tous les 15 jours, une œuvre d'art oui, ce sont généralement des œuvres d'art ou des éléments qui concernent l'art dans les églises. J'avais fait toute une série sur les objets liturgiques. Et puis, en ce moment, j'essaie de faire découvrir des églises un peu moins connues qui comportent des œuvres d'art intéressantes. On peut vous lire aussi dans Actuel, depuis le départ. Actuel qui a fêté ses 10 ans. Et vous êtes chroniqueuse régulière. 2 fois par mois, vous offrez un article. Oui, parce que c'est une belle aventure, vraiment une belle aventure. J'imagine que vos éditeurs connaissent ce magazine numérique destiné aux enfants qui a été fondé par des parents qui souhaitaient donner vraiment le meilleur de l'actualité à leurs enfants, les aider à décrypter. Et puis, même si c'est pour les enfants, je dois reconnaître que moi-même en tant qu'adulte, et je pense ne pas être la seule, j'apprécie la manière précise et intelligente de présenter les événements dans ce magazine. Rappelons à nos auditeurs, pour retrouver ce média entièrement libre, entièrement gratuit, Actuel, actuailes.fr. Tous les 15 jours, vous téléchargez le numéro. Et là, nous avons effectivement des décryptages qui ne sont pas du prêt-à-penser pour les enfants, mais des clés de compréhension pour éveiller leur esprit critique. Et vous les éveillez au beau par tous ces beaux articles qui, peut-être, vous ont conduit ensuite à être auteur, et c'est pour cela que je vous invite aujourd'hui, auteur d'un premier livre qui était paru chez Teki, puis un autre, Promenade au musée, chez MAM. Et aujourd'hui, ce livre, Je reconnais les saints dans les églises et les musées, qui est dans la même veine, qui reprend la même construction que Promenade au musée, et qui apporte ces clés qui paraissent si naturelles à une génération qui a baigné dans la culture chrétienne et si étranges, décryptées, cachées, sans se cacher à beaucoup de jeunes aujourd'hui. C'est votre éditeur qui a eu cette idée, c'est vous qui avez senti qu'il y avait une faille, un besoin, une soif ? Alors, autant pour Promenade au musée, c'est MAM qui m'a contactée pour rédiger ce livre, parce que je pense que certains éditeurs ou des éditrices connaissaient le travail que je faisais. Et donc, c'était une commande. Et Je reconnais les saints, c'est moi qui l'ai proposé, parce que j'avais travaillé sur l'iconographie, sur le décryptage justement des attributs. Et je me suis dit que ça pourrait vraiment être intéressant. D'autant plus que s'il existe des livres pour adultes qui parlent des saints et de l'iconographie des saints, il n'en existe pas pour enfants. Parce que pour enfants, il existe de très beaux livres, très belles biographies de saints ou des livres spirituels autour des saints, mais il n'existait pas de livres
plus culturel autour de à la fois la vie des saints, leur iconographie, les attributs grâce auxquels on pouvait les retrouver. Le contexte historique, très intéressant. Vous avez donc fait un choix iconographique qui est varié, qui est très riche. On peut vous faire confiance pour aller chercher toujours le plus beau. Et vous avez un élargissement dans un petit paragraphe, autres représentations et attributs, parce que chaque tableau ne relève pas tous les attributs d'un Ne dit saint. pas tout. Ne dit pas tout. Là, vous avez fait un énorme travail. Quelles ont été vos sources ? Beaucoup de bibliographies, évidemment, parce qu'il y a quand même un certain nombre de livres passionnants qui existent sur les saints, sur l'iconographie des saints. Et donc, même si ça n'était pas adapté aux enfants, le travail fondamental a déjà été fait par beaucoup d'historiens de l'art ou d'historiens tout court qui s'intéressent à cette question de la représentation des saints. Et c'est intéressant ce que vous soulignez, toute œuvre ne dit pas tout d'un saint. Et j'étais confrontée à cette problématique. Comment dire tout d'un saint avec une seule œuvre ? Et comme ça n'était pas possible, voilà, la solution c'était de dire attention, Saint Joseph que vous avez sous les yeux, il peut être représenté avec l'enfant Jésus en tant qu'artisan, mais on peut représenter aussi le songe de Saint Joseph, on peut le représenter au moment de la fuite en Égypte, on peut le représenter au sein de la Sainte Famille, et tous ces éléments mis bout à bout permettent aux enfants de découvrir une certaine, de se créer une petite culture chrétienne. Vous avez choisi essentiellement des tableaux, mais pas seulement. Pas uniquement, parce que je pense que l'idée était de se dire que les enfants pouvaient aussi bien découvrir les saints au travers de tableaux, au travers de fresques, mais aussi au travers de statues. Et en France, on a beaucoup de statues. Et puis au travers de vitraux. Et ça, les vitraux, c'est extrêmement intéressant de les retrouver. Alors voilà, là, Saint-Martin avec Saint-Martin et le mendiant, Saint-Martin qui coupe son manteau en deux. Et puis, je donne aussi quelques petites explications. Pourquoi a-t-il coupé son manteau en deux ? Ça n'est pas pour s'en garder une partie parce qu'il risquait d'avoir froid, mais non, il a donné tout ce qui lui appartenait, puisque la moitié de son équipement appartenait à l'armée romaine. Ce qui explique. Et quand on sait ça, en fait, ça permet de bien comprendre ce que fait le saint. Donner tout ce qui m'appartient et pas uniquement donner la moitié. Vous avez donc fait des choix d'information parce que je le montre à nos auditeurs qui auront la chance de vous voir en vidéo, mais c'est très digeste. Vous avez donc recoupé des informations, choisi d'en donner certaines, pas d'autres. Ça aussi, c'est un travail complexe, j'imagine. Oui, parce que de toute façon, choisir, c'est renoncer. Et quand on s'adresse à des enfants, en fait, l'idée, c'est de leur donner ce dont ils ont besoin et leur donner l'essentiel. Alors, effectivement, ils ne sauront pas tout de la vie de Jeanne d'Arc, mais j'imagine et j'espère leur donner envie d'aller un petit peu plus loin. Et à l'occasion s'ils lisent une vie d'un saint, ils auront déjà des éléments qui leur permettront de se dire je connais, j'ai déjà vu ça, je sais de qui il s'agit. Et ça donne des points de repère. En fait, c'est vraiment, je le considère comme des points d'ancrage. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter à juste lire la vie de Saint-Roch, comprendre le chien, la blessure, le pain avec lequel le chien la nourrit. Et on peut s'arrêter là parce qu'en fait, on aura déjà une bonne connaissance de qui est Saint-Roch, et beaucoup plus que la moyenne des enfants d'ailleurs. Et puis, on peut avoir envie d'aller plus loin. Et là, d'autres ouvrages permettront aux enfants et à leurs parents ou à leurs éducateurs d'aller plus loin éventuellement. Vous disiez choisir, c'est exclure. Il y a cette phrase de Charles Maurras, choisir... Je ne l'ai plus. Voilà. Choisir n'est pas exclure, ni préférer sacrifier. Toutes les deux, cette phrase-là, on l'a vue des centaines de fois puisque c'était dans nos supports d'apprendre à voir
de tout ce travail que nous faisions par le beau et que nous essayons de transmettre. Choisir n'est pas exclure, ni préférer, sacrifier. Et pourtant, et là, vous avez 30 seins. Comment avez-vous fait? Mon Dieu. Alors là, c'était vraiment c'est vraiment difficile de choisir 30 seins. Alors l'idée, c'était quand même de choisir des seins qui étaient le plus fréquemment représentés dans nos églises. Donc peut-être qu'il y a un certain nombre de seins que j'aurais bien aimé avoir et que j'ai regretté supprimer, mais il est vrai que certains sont quand même beaucoup plus représentés, et donc c'est ça qui a prévalu lorsque j'ai fait la liste définitive. J'ai fait une première liste, et puis au fur et à mesure, il a fallu en supprimer pour rester dans des volumes raisonnables. Alors c'est vrai que parfois les enfants sont déçus. Je me souviens d'un petit garçon qui arrivait juste à la hauteur d'une table lorsque je dédicaçais. Il a tourné consciencieusement toutes les pages. Et à la fin, je me suis dit, celui-là, il n'a pas trouvé son prénom. Il s'appelait Géraud. Et je n'ai pas choisi Géraud parce qu'effectivement, s'il est un peu connu dans le Massif central, il est beaucoup moins ailleurs. Et donc, voilà, il n'y a pas Saint-Géraud, mais comme il n'y a pas la plus grande partie des saints. Mais c'est vrai qu'en choisissant Sainte-Anne, Marie, Joseph, Saint-Jean, Saint-Jean-Baptiste, Sainte-Thérèse, voilà, je savais ne pas me tromper. Et les enfants, vous le disiez tout à l'heure, sont très heureux de reconnaître. Ça fait partie de la démarche, de notre démarche à tous. Comparer, reconnaître, raccrocher. Et là, vous leur donnez ces clés. Vous avez déjà pu expérimenter ça depuis la sortie du livre? J'ai fait ça dans le cadre du patronage de ma paroisse. On a fait une petite séance avec les enfants. J'avais la liste de tous les prénoms des enfants et qui m'avaient été donnés par les animateurs. Et j'avais cherché pour chacun d'entre eux 1 ou 2 représentations. Et ça les a passionnés. Ils ont beaucoup aimé, essayer de reconnaître, savoir qui était leur saint patron. Certains étaient parfaitement au courant, étaient capables de l'identifier. D'autres ne savaient même pas qu'ils avaient un saint patron. Et ça a été vraiment passionnant. Ils étaient ravis. À la fin, ils nous ont dit « Ah, c'est déjà fini !» Donc, je vais recommencer, je pense, dans quelques semaines, en demandant les prénoms des parents. Et donc là, ça va être amusant aussi de rechercher, pour eux, de rechercher et de découvrir. Et je pense aussi, après, de rentrer chez eux en disant « Maman, papa, est-ce que vous savez qui est votre saint patron ?» Et de comment est-ce qu'on le reconnaît. Et je crois que c'est de nature à enrichir la discussion familiale et puis la culture familiale autour des saints. Ce que vous faites avec tout ce talent, cette expérience, ce goût, cet amour, je dirais, en vous entendant, je me dis, on pourrait tous... c'est pas si compliqué que ça, finalement, d'être canal. Et c'est vraiment notre rôle à tous. Est-ce qu'il y a une manière aussi, à travers ces outils qui sont faits pour les enfants? On n'a pas dit l'âge, vous avez dit enfant, qu'est-ce qu'on peut dire? Je dirais 8, 12 ans. Oui, c'est ça. Mais en fait, ce qui fait que le livre est plutôt destiné aux enfants, sont les petits dessins, les adorables dessins de Éléonore della Malva qui accompagnent la lecture. Mais si vous faites abstraction de ces petits dessins qui viennent joyeusement accompagner la lecture, si vous en faites abstraction, finalement, c'est un livre qui s'adresse à toutes les générations. Mais bien sûr, je me disais, ce livre peut mettre le pied à l'étrier, donner l'envie, donner l'audace aussi d'aller au-devant d'enfants dans tel ou tel cercle pour leur proposer ça. Alors c'est vrai que par exemple, le patronage, c'est très facile. Ah oui. Et en plus, le lien se fait facilement. Je l'avais fait avec eux, avec des scènes de la nativité, de l'adoration des bergers, de l'adoration des mages. Ça leur a plu, mais l'enthousiasme était bien supérieur avec les saints, parce qu'ils se sentaient concernés. Et c'était extrêmement amusant de les voir chercher en disant « Mais toi, mais non, mais Alexandre, t'as déjà eu ton saint !» C'était très drôle. Et bien évidemment, certains ont des prénoms qui n'ont pas forcément de saint, mais l'Église, dans sa grande sagesse, le sait et rattache à des saints. Par exemple, une petite capucine va avoir comme sainte patron Sainte Fleur. Sainte Fleur. Voilà. Donc, on peut le faire vraiment très facilement, sans difficulté particulière, puisque, en fait, il ne s'agit pas de savoir.
il s'agit d'avoir quelques pistes et on sait que finalement, une vierge à l'enfant, on la reconnaît facilement. Et en fait, ce qui m'a donné envie et ce qui m'a vraiment donné l'idée de ce livre, c'est un souvenir que j'ai toujours gardé à l'esprit. J'étais au Louvre avec mes enfants qui étaient eux-mêmes petits et on était dans les primitifs italiens, donc beaucoup de vierges à l'enfant. Donc vous imaginez, vierge à l'enfant, vierge à l'enfant, vierge à l'enfant. Et à côté de nous, il y avait un papa qui portait son petit garçon dans les bras et il lui a dit « Regarde la dame avec son bébé ». Il n'avait pas tort. C'était effectivement une dame avec son bébé. Alors, est-ce qu'il n'a pas voulu lui donner trop d'informations en allant plus loin, ou est-ce qu'il ne savait pas de qui il s'agissait? Je ne saurais jamais. Mais en tout cas, je me suis dit, on ne peut pas en rester là. Et donc, il faut que nos enfants, quand ils rentrent dans une église, même s'ils ne reconnaissent pas tout le monde, même nous, on est bien incapables de reconnaître certains saints moins répandus, qu'ils soient à même de reconnaître certaines scènes ou certains saints. Tout à fait. En préparant cet entretien avec vous, Sophie, j'essayais de me mettre dans la peau d'un jeune adolescent qui entre dans un musée, peut-être même pas dans une église, mais dans un musée. Vous venez d'évoquer le Louvre, mais tous nos musées des beaux-arts aux quatre coins de la France regorgent d'œuvres religieuses. Oui, bien sûr, oui. Et comment les voit-on, les apprécie-t-on si on n'a pas les clés? On les apprécie d'une certaine manière, hein, c'est pas, mais j'essayais de me mettre à hauteur d'enfant. Avez-vous déjà fait cet exercice de quelqu'un qui n'a pas ces clés-là? Comment finalement notre civilisation, notre culture peut-elle être source d'amour, d'admiration sans les clés? Est-ce qu'il y a quand même des canaux? Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a la valeur de l'œuvre en soi, la valeur esthétique. On peut, même si... Je pense par exemple, sortons du domaine religieux pour aller vers le mythologique. J'imagine que vous, comme moi, il y a certaines scènes que vous êtes capable d'identifier, d'autres, c'est beaucoup plus compliqué. Si on n'a pas la clé, on ne peut pas forcément le deviner, et donc on se réfère au petit cartel à côté, qui est bien utile dans ce cas-là. Et donc, on peut au moins apprécier l'œuvre, regarder les personnages, le paysage, la qualité de la représentation. Et bien pour le religieux, c'est la même chose. Moi, j'imagine que ceux qui n'ont pas les clés sont comme moi quand je suis allée au Japon, face à certains temples. Je ne sais pas du tout qui sont les personnages représentés. Donc j'avais besoin d'une explication. Et donc, dans cette situation-là, eh bien, je regardais l'œuvre pour ce qu'elle était, mais je n'avais pas les clés de lecture. Et j'imagine... Et donc, quand j'ai écrit ce livre-là, c'est avec cette idée de me dire, mais mince, moi, quand je suis au Japon, ce n'est pas ma culture. Donc, j'ai besoin d'un apport extérieur permanent. Mais quand les petits Français visitent une église ou un musée, c'est leur propre culture. Et donc, leur donner des clés des clés de lecture, c'est vraiment un devoir pour qu'ils ne soient pas comme des étrangers en face de leur propre histoire. Vous êtes experte depuis si longtemps en action culturelle, en transmission par la culture. Que pourrions-nous donner à nos auditeurs comme clé facile? Ne pas attendre d'être l'outil parfait qui connaît tout sur tout pour être canal. Est-ce que vous avez des idées, peut-être des choses que vous avez expérimentées, que vous avez vu expérimenter pour justement mettre à disposition ces clés de lecture? Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer? Ce qu'on peut imaginer existe déjà. On n'a même pas besoin d'imaginer. Il y a un certain nombre d'outils qui existent déjà. Vous connaissez les formations qui sont données par Ictus de Apprendre à voir. Il y a un certain nombre de formations qui sont organisées, qui permettent d'avoir des clés, mais assez larges. Sinon, il y a à disposition un certain nombre d'ouvrages qui existent. Alors, je ne vais pas faire d'autopromotion. Il y a les miens. Promenade au musée, édition MAM, et Je reconnais les saints dans les églises et les musées, 30 œuvres d'art décryptées, chez MAM aussi, Sophie Rouberti. Il existe d'autres livres que vous pouvez trouver dans un certain nombre de librairies. Ce à quoi il faut faire attention, c'est que ces livres ne soient pas idéologiques, qu'on soit vraiment dans l'amour de la culture, qu'on soit dans l'amour de la transmission, qu'on ait envie de donner le meilleur aux enfants. Et puis, je constate qu'un certain nombre de livres
euh, reprennent non pas des photos des œuvres d'art, mais des dessins de ces œuvres. Alors, j'ai 2 explications. L'une, c'est pour ne pas avoir à payer les droits de reproduction qui sont extrêmement élevés en général, même si certains musées les donnent, les mettent à disposition gratuitement. Et deuxièmement, je pense qu'il y a par derrière l'idée que c'est plus facile pour les enfants. Et je crois que vraiment, il faut donner le meilleur aux enfants et leur donner les vraies œuvres. Si ce qui fait l'intérêt d'un tableau de Delacroix, de Watteau, ou d'un primitif italien, c'est la manière dont la matière est utilisée, le dessin, la qualité des couleurs, etc. Et un dessin donne à l'enfant une version extrêmement appauvrie des œuvres d'art. Donc on leur donne le meilleur, on leur donne en totalité. Donc ça, c'est une première piste. Les livres qu'on peut lire à la maison, qu'on peut regarder avant d'aller au musée ou qu'on peut emporter au musée, c'est aussi une possibilité. Et puis, quand on va au musée, il y a la manière dont on va vivre la visite. Je recommande toujours de ne pas chercher, alors j'appelle ça rentabiliser le billet. C'est-à-dire, on ne va pas passer une demi-journée ou 2 heures au musée du Louvre avec de jeunes enfants. Déjà parce que ça va les dégoûter. Or, je pense que notre premier objectif, c'est d'abord ne pas dégoûter. Après, faire aimer. Mais si aller au musée, c'est vraiment la plaie pour les enfants, ça n'est pas intéressant. Donc, effectivement, parfois, il faut accepter d'y passer très peu de temps. Je sais que lorsque j'y allais avec mes enfants petits, je choisissais 1 ou 2 œuvres à l'avance devant laquelle nous allions. Nous passions le temps qu'il fallait. C'est vrai que si vous êtes devant les Noces de Cana de Véronèse, il y a tellement de choses à voir. C'est 132 personnages. Voilà, le plus grand tableau du Louvre. Vous pouvez y passer un certain temps. On regardait 1 ou 2 autres tableaux. Après, on se promenait, on sortait, une petite glace, une petite gaufre, pour que ce soit un moment agréable. Il faut que ça reste un moment agréable. Puis un petit truc que je répète souvent, mais n'allons pas au musée quand il pleut. Alors, ça ne veut pas dire que parce qu'il pleut, il ne faut pas aller au musée. Il y a une jeune fille qui m'a dit « Madame Rouberti a dit qu'il ne fallait pas aller au musée quand il pleuvait. Certainement parce qu'on ne voit pas bien les œuvres. » Non, ça n'est pas pour ça. C'est que, en fait, le musée doit être une fête. Ça ne doit pas être l'endroit où l'on va parce qu'on n'a rien d'autre à faire. On ne peut pas aller en forêt, on ne peut pas aller faire du vélo, donc on va au musée. Si ça n'est qu'un pis-aller, ça n'est pas très intéressant. Donc, j'ai une de mes filles qui me disait « Ah, mais maman, je comprends pourquoi on faisait les choses comme ça quand on était petit. D'écouter une émission, ça l'avait amusé de voir comment je procédais. Mais effectivement, c'est le fruit d'une expérience. Et il faut que le musée, ce soit un moment chouette, en fait. Un bon moment. » Et puis, j'entendais récemment, je n'arrive pas à me rappeler où, et la personne, peut-être nous écoute-t-elle, qui disait moi, je ne suis pas grande spécialiste d'histoire de la peinture, mais néanmoins, avec mes enfants, je donnais des clés à voix haute, et petit à petit, il y a plein de personnes qui arrivaient, adultes et enfants, et qui écoutaient. Et elle disait, je vous en prie, je ne veux pas faire trop de bruit, etc. On lui disait, continuez. Parce qu'en fait, elle, tout simplement, donnait ses clés. Et là, vous voyez la visitation parce que Marie a tout quitté pour aller voir sa cousine Elisabeth. Et hop, vous voyez, donc il ne faut pas aussi non plus être peut-être trop pudique. Alors, en fait, si on ne sait vraiment pas, on peut déjà observer. Moi, je pense que la première chose, c'est observer, regarder et dire ce que l'on voit. Parce que finalement, si on apprend aux enfants à dire ce que l'on voit, eux apprennent aussi. C'est pas la même chose de dire que le ciel est doré et que le ciel est bleu. C'est-à-dire que dans un cas, on va avoir un fond d'or qui vient de Byzance, et même si vous ne savez pas ça, observez la différence, effectivement. Le ciel est bleu ou le ciel, c'est un fond d'or. C'est des choses qui s'observent simplement, même si on n'a pas l'explication par derrière. Regardez les personnages, les relations entre les personnages. Est-ce qu'on a quelqu'un de seul? Est-ce que c'est un portrait, un autoportrait? Quelle est l'expression du personnage? Est-ce que c'est souriant? Est-ce que le personnage a l'air triste? Ou est-ce que c'est une expression plutôt neutre? Est-ce que la peinture est peinte avec
beaucoup de précision, beaucoup de détails, ou est-ce que c'est pas un grand coup de pinceau? Donc ces petites observations sont, c'est tout simple, mais c'est vraiment ce qui va donner les premiers éléments de compréhension. Les premiers éléments qui vont permettre de se construire un petit musée. Moi, j'appelle ça le musée intérieur. Regarder des œuvres. Finalement, on dit souvent que nos enfants sont confrontés à des images LED. Bien, en fait, la meilleure manière de contrecarrer ces images LED, c'est de donner de meilleures. Parce que autant les images LED imprègnent durablement la mémoire, autant c'est aussi le cas des images belles. Et c'est très amusant de voir combien des personnes adultes, voire âgées, gardent en mémoire des œuvres qui leur ont été présentées quand ils étaient jeunes. Vous savez, cette œuvre, c'était ma grand-mère avait au-dessus de sa télé, elle avait cette reproduction de telle œuvre, ou alors dans ma chambre d'adolescent, j'avais un poster punaisé avec telle œuvre. Et ça, je suis surprise de voir que quand on demande à des adultes quelles sont les œuvres qui vous ont marqué ou quelles sont les œuvres que vous préférez, ce sont souvent celles auxquelles ils ont été confrontés jeunes qui les marquent le plus. Donc, donnons le meilleur à nos enfants pour que ce soit elles qui le gardent en mémoire. Merci beaucoup, Sophie Roberti. Nous écoutons un petit bobino. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. En faisant un don à Radio Courtoisie, vous lui garantissez une indépendance totale et la liberté de ton que vous ne trouvez pas ailleurs. Rendez-vous dès maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers amis du Libre Journal de la Transmission, nous voici en grande conversation, en belle conversation avec Sophie Roberti qui vient nous donner des clés pour reconnaître les saints dans les églises et les musées. Son très beau livre paru chez MAM, 30 œuvres d'art décryptées, pour les enfants de 9 à 12 ans, mais on le disait pour tous en fait. Nous avons tous besoin aussi de nous rafraîchir la mémoire. Il est magnifique. Il suit un premier livre que Sophie Roberti avait fait paraître aux éditions MAM, Promenade au musée, qui a eu un grand succès, qui se trouve dans beaucoup de musées, dans la librairie. Et tant mieux, Sophie Roberti, ça fait plaisir. Oui, je reçois de temps en temps des petites photos de mes enfants ou d'amis qui me disent « Ah, je l'ai vu au Louvre, je l'ai vu à Marmottan-Monet » et ça fait très plaisir. Et j'ai vu « Je reconnais les saints » au Bernardin la semaine dernière et je me dis que c'est un bon endroit pour vous faire connaître. Vous avez bien travaillé. Nous parlions des saints, vous avez fait un choix, il y en a 30 ici. Bien sûr, ça a été un choix un petit peu dur, mais néanmoins, les saints que l'on retrouve le plus souvent dans nos églises. Je voulais savoir, vous, Sophie Roberti, s'il y a un saint cher à votre cœur. Écoutez, si je vous dis Marie. Bah voilà. Moi, je choisis toujours le meilleur, hein, donc... Et Dieu sait que là, on a un tel éventail de représentations de la Vierge, dans tous les arts, extraordinaire. Oui, et avec une variété d'interprétations, on va avoir des vierges blondes, des vierges brunes, on va avoir des vierges souriantes, des vierges très hiératiques. Je pense aux vierges noires. Avec, bien sûr, Auvergne. Voilà, beaucoup représentées en Auvergne, portant l'enfant Jésus, mais qui invite aussi à la prière. C'est ça. Il nous arrive à toutes les deux de montrer des représentations de la Vierge à des enfants. Et nous sommes toutes les deux frappées de voir que les enfants qui n'ont pas forcément les mots pour dire la gamme des nuances de sentiments, parfois, lorsqu'ils voient un visage de la Vierge avec les yeux baissés parce qu'elle ne veut pas arrêter le regard, le garder pour elle, ou très intérieur, disent « elle est triste ». Là aussi, tout à l'heure, vous disiez « commençons par leur faire dire ce qu'ils voient ». Dans la gamme des sentiments, comment faites-vous pour les conduire à aller plus loin, au-delà de la tristesse? Ne serait-ce pas autre chose? Comment faites-vous pour donner des mots? Je crois que j'essaie de les faire réfléchir à leur propre attitude. Finalement, parfois, on est dans une situation où on n'est ni gai ni triste, où on est simplement neutre, on est
je sais pas, un enfant qui lit n'est pas forcément hilar. Et leur faire découvrir la variété des sentiments, c'est aussi nourrir leur propre richesse intérieure. Et cette intériorité, on la voit souvent chez Marie, avec cette idée, enfin, c'est pas moi, c'est l'Évangile. Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Et cette intériorité, ce fait de garder les choses dans son cœur, c'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre et intégrer. Vous avez choisi une représentation magnifique justement pour Marie. Pouvez-vous nous la décrire ? Alors, cette Madone qui s'appelle la Madone du Grand-Duc, en fait, c'est une œuvre de Raphaël. Et on a Marie avec Jésus dans les bras qu'elle tient très, très tendrement, avec beaucoup de délicatesse. Son regard semble un petit peu alors, certains pourraient dire perdu. Moi, je pense que c'est un signe d'humilité. Elle n'est pas le personnage central de la scène. Elle attire notre regard vers Jésus, qui, lui, est central. Et ce qui est intéressant aussi de regarder souvent dans les œuvres, c'est la direction de la lumière. Où va la lumière ? Vers quoi le peintre essaie d'attirer notre regard ? Et notre regard, mais il est attiré vers l'enfant Jésus. On a une finesse de représentation avec un voile à peine suggéré, on voit en transparence. Je suis toujours fascinée par la manière dont les artistes arrivent à représenter la transparence avec de la matière. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et je crois qu'on a aussi la possibilité de transmettre ces petits miracles techniques. Voilà, un artiste qui arrive à nous montrer, à faire la transparence des auréoles, la transparence du voile, à montrer les chairs, la douceur de la carnation. Marie est représentée de manière assez traditionnelle, avec la robe rouge, le voile bleu, même si on peut avoir d'autres couleurs, mais c'est assez habituel de le voir de cette couleur-là. Et puis l'enfant qui est un vrai bébé. Moi, ça m'amuse de voir le petit l'orteil, le gros orteil qui remonte. Il y a quelque chose de très naturel. Et puis l'artiste nous montre vraiment la profonde affection qui unit les deux personnages, avec la main de Jésus posée tendrement sur le sein de sa mère. Voilà, il y a beaucoup de délicatesse dans ce tableau de Raphaël. Raphaël, Palais Pitti, 1505. Alors, on voit le raffinement de la culture dont nous sommes héritiers. Oui. Tout ce que vous venez de décrire, toute cette subtilité. Et là, on est à genoux devant cette subtilité. Et je pense qu'on peut le faire ressentir sans insister. Je pense qu'avec les enfants, quand on les confronte à des œuvres d'art, il ne faut pas être trop lourd non plus. Il faut montrer les choses. Et puis, le regard s'éduque progressivement, voilà, à la délicatesse, à la finesse. Puis parfois, ça peut être peint à grands traits et dégager beaucoup de piété, donner envie, là aussi, de s'agenouiller devant. Exactement. Je suis intéressée aussi par peut-être une dernière question sur votre travail d'éveilleuse, si l'on peut dire. Ce travail, lorsque vous avez cherché les plus belles représentations, fait vos choix de saints, etc., vous qui avez déjà une grande culture, eh bien, vous avez encore découvert beaucoup de choses, augmenté cette culture. Vers quoi tout cela vous conduit-il ? Comment cet appétit de la transmission se nourrit-il par ce travail ? Comme vous le disiez en début d'émission, j'écris de manière régulière. Et donc, j'ai besoin de nourrir mes connaissances, de nourrir ma réflexion. Et donc je cherche. C'est vrai que quand j'écris pour Actuel, j'ai dû écrire 180 et quelques articles. Il faut que je trouve des sujets différents à chaque fois. Et donc, forcément, je cherche, je me dis qu'est-ce qui pourrait les intéresser ? Qu'est-ce qui fait partie des fondamentaux de notre culture que j'aurais pu oublier ou ne pas encore leur donner à découvrir. Donc, bien, je cherche, je réfléchis. L'actualité m'aide parfois
avec des expositions qui font découvrir des œuvres extraordinaires qu'on n'a pas forcément vues, parce que les œuvres sont très rares, certaines œuvres sont très rarement exposées. Et puis, j'ai toujours besoin, comme tous ceux qui écrivent pour les autres, j'ai toujours besoin de nourrir ce fond dont je dispose et qui, c'est tellement riche, on n'a jamais fini. Donc, c'est merveilleux. Pour toutes vos bibliothèques familiales, bibliothèques scolaires, nous recommandons vraiment très très chaleureusement ce Promenade au musée de Sophie Rouberti paru chez MAM et Je reconnais les saints dans les églises et les musées, Sophie Rouberti, 30 œuvres d'art décryptées, toujours chez MAM, avec ces petites illustrations ici et là d'Éléonore Della Malva. Vraiment à avoir chez soi, à avoir dans sa bibliothèque. Ce sont des livres de fond, des livres merveilleusement édités. Bravo aux éditions MAM d'être derrière de si beaux ouvrages. Je voulais aussi profiter de votre venue dans le studio, Sophie Rouberti, pour que nous évoquions ensemble ce très bel événement qui se prépare, dont vous avez parlé largement dans votre émission jeudi matin, jeudi dans Culture et Éducation. C'est le Forum Viva. Viva, les 22 et 23 mars, au Parc Floral de Vincennes. Que va-t-il se passer ? Pourquoi ? Pour qui ? Comment ? Sophie Rouberti. Et comment en êtes-vous, une des chevilles ouvrières ? En fait, c'est un événement qui est destiné aux familles, à tous, franchement à tous les âges. Et l'origine de ce forum, c'était 23 associations, une vingtaine d'associations qui se retrouvent pour faire un événement autour des questions de famille, de couple, de début de vie, de fin de vie et des fragilités. Donc 5 thèmes majeurs qui vont être explorés au travers de conférences, d'ateliers, de conseils destinés à ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire en fait à tous, parce qu'on peut tous se poser des questions sur la fin de vie. Je ne sais pas comment faire pour choisir un EHPAD, ou de début de vie, que faire face à l'infertilité, de famille, comment éduquer mes enfants, que leur dire en matière d'éducation affective, de couple. Voilà. Il y a énormément de sujets qui vont être traités. L'événement est considérable, on attend 5000 personnes et on a une centaine d'ateliers, une trentaine de conférences. Donc vous imaginez que vous trouverez certainement de quoi nourrir répondre à vos questions sur ces 5 thématiques. Ce que je trouve extraordinaire dans cet événement, c'est le fait que des associations qui vont dans le même but, qui est vraiment la protection de la vie, de la conception à la mort naturelle, ces 20 associations travaillent ensemble. Et ça, je pense que c'est une nouveauté. Je crois que ça n'a jamais existé, parce qu'en fait, chacune propose ses propres événements, ses manifestations, ses publications, et là, tout le monde se regroupe. Ce qui est éminemment chrétien, parce qu'il y a un but commun. Mais oui, voilà. Oui, on a des associations d'inspiration à la fois chrétienne et catholique et évangélique. Donc ça oblige en tout cas, dans la manière dont on aborde les sujets, à apprendre à se parler et à se retrouver sur l'essentiel. Alors je sais, Valérie, vous participerez. Avec grande joie. Avec grande joie, puisqu'en fait vous allez, sur votre sujet de prédilection, parler aux familles sur la manière dont on peut donner le goût de la lecture aux enfants. Et vous avez même proposé, ce que je trouve extrêmement intéressant, d'accompagner les parents à la librairie pour les aider à choisir des ouvrages, parce que ça n'est pas donné à tout le monde de savoir quels sont les bons ouvrages pour quel âge. Et je crois que c'est une très bonne idée, parce qu'il y aura une belle librairie, oui. J'ai beaucoup aimé cet aspect pratique aussi que vous évoquiez au début. On y va pour chercher des réponses, etc. Donc il y a ce côté pratique, rencontre, mise en commun des savoir-faire.
Et puis, c'est aussi un événement qui va parler à l'extérieur. C'est aussi de la communication sur la fin de vie, etc. Donc, à nous tous, là encore, de ne pas être passif, mais de bien faire passer l'information, s'y rendre, être présent sur la communication. Oui, on n'est pas uniquement sur on va délivrer une bonne parole, parce qu'en fait, on est vraiment dans l'idée du conseil pour que les familles, les couples, les personnes en situation de handicap trouvent des vraies réponses. C'est-à-dire qu'il va y avoir du conseil conjugal, il va y avoir, mais ça individuel, en plus des ateliers et des grandes conférences. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Et le fait que je trouve intéressant aussi, dans cette dimension, par exemple, on dit on va parler de fragilité, mais on ne va pas juste parler. C'est-à-dire qu'il y a un accueil pour les personnes en situation de handicap. Les grandes conférences vont être traduites en langue des signes. Donc on n'est pas seulement sur du sur on parle. On est vraiment dans l'accueil et de l'accompagnement concret. Alors on va aussi avoir une réflexion. Une réflexion quand Jean-Didier Le Caillon va venir parler de la famille source de richesse, que Rémi Brague va venir aussi pour parler, en même temps que Jean-Didier Le Caillon et Vincenzo Bassi, qui est le président des associations familiales catholiques en Europe. Tous les trois vont parler donc de là où ils se trouvent, avec leur maîtrise de leur sujet, philosophie, économie, et puis plus aspect associatif. Ils vont parler de ce que la famille peut apporter à la société. Ça va être, je pense, d'une grande richesse. Et faire rencontrer des personnes aussi différentes, ça va être, je pense, un moment, un très beau moment. Un détail pratique pour nos amis auditeurs de Radio Courtoisie qui voudraient se rendre au parc floral de Vincennes les 22 et 23 mars ou seulement un des 2 jours, il faut néanmoins s'inscrire par une billetterie au préalable. Il suffit de se rendre sur le site viva-leforum.fr. Vous aurez toutes les informations, les tarifs par demi-journée, par journée, tarif réduit, plein tarif, évidemment en famille nombreuse. Ce tarif famille nombreuse qui disparaît partout parce qu'on vous dit « Ah oui, mais c'est gratuit en dessous de 18 ans, donc cela compense dans les musées, etc. » Là, gratuit pour les moins de 18 ans et tarif famille nombreuse pour les parents, également évidemment pour les personnes handicapées. Je pense qu'indispensable qu'on ait une cohérence entre les paroles et les actes. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est absolument indispensable d'avoir les actes qui suivent ce qu'on dit, ce qu'on propose. C'est pour ça que cet événement, je crois, a vraiment, aura une dimension peut-être prophétique. Mais c'est ça, et beaucoup de sens. Je me souviens, au début de ma vie de mère de famille, avoir participé à un forum de cette nature à Strasbourg. Et à vrai dire, je pense que ça m'a lancée dans ma vie d'engagement, parce que j'ai découvert toutes ces associations que tout à l'heure vous disiez qui vont dans le même sens, avec chacune leur couleur, leur variété, au service de la fragilité. Et ça donne envie, en fait. Ça donne envie de s'engager. Oui, parce que finalement, on a pris l'habitude de travailler ensemble. Et même si finalement on est d'accord sur l'essentiel, mais on ne procède pas de la même manière. Par exemple, sur le début de vie, il y a certaines associations qui vont être beaucoup plus dans l'accueil, d'autres qui vont être dans l'écoute, la compassion, d'autres qui vont être dans le défilé. Donc en fait, la discussion n'est pas toujours simple, mais on se rend compte qu'en fait, c'est extrêmement riche de pouvoir se rassembler, travailler ensemble. Magnifique. Tout ça nous donne beaucoup d'espérance. Transmission par le beau, cette espérance par l'engagement. Tout votre engagement, Sophie Rouberty. J'étais enchantée de pouvoir avoir cette conversation avec vous. Merci pour beaucoup, une fois, Valérie. vous êtes de l'autre côté du ça micro. Change, c'est très bien. Vous avez eu plus de temps. Et merci beaucoup, beaucoup. Bien sûr, on reste en lien autour de tous nos projets. Merci, Sophie Rouberty. Au revoir, Valérie.